Pourquoi les pleurs de bébé sont-ils si difficiles à supporter parfois? Pourquoi peuvent-ils nous submerger de doutes et de fatigue? Comment les différencier et les apaiser? Si tu t'es déjà posé ces questions, alors tu es au bon endroit. Bienvenue dans Hello bébé, je suis Maëlys Panel. J'ai créé ce podcast pour accompagner les futurs et jeunes parents comme toi dans cette aventure aussi belle que déroutante. Ici, pas de jugement, juste des clés concrètes pour t'aider à faire des choix éclairés et alignés avec ta réalité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me semble absolument essentiel, les pleurs de bébé. Source de stress, de fatigue et parfois de culpabilité, ils peuvent nous laisser vraiment démunis. Pourtant, ils sont un phénomène normal et font partie intégrante du développement de ton enfant. Dans cet épisode, je vais t'aider à mieux comprendre ces pleurs, à les différencier et à les apaiser, tout en respectant ton instinct et ton approche. On va aussi explorer ensemble leur impact sur ton bien-être et celui de ton bébé, et surtout comment les accompagner avec bienveillance et sérénité. Parce que non, tu n'es pas seul. Et il est normal de se sentir parfois dépassé, et rassure-toi, il existe des explications et des solutions, et c'est tout l'objet de ce podcast. Alors, si tu es prêt ou prête, plongeons ensemble dans cet épisode pour mieux comprendre et accompagner ton bébé. Tout d'abord, on va essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi les pleurs de bébé sont-ils si difficiles à gérer? Les pleurs de bébé sont en réalité conçus pour capter notre attention. C'est un puissant mécanisme de survie dont on a hérité de nos ancêtres. Leur fréquence et leur intensité activent l'amygdale, qui est la zone du cerveau liée au stress et à la vigilance, ce qui déclenche une réaction quasi immédiate, l'envie pressante d'intervenir pour calmer ton bébé. Et c'est totalement instinctif. Mais au-delà de cette réponse biologique, la charge mentale et la fatigue des parents amplifie encore cette réactivité. Nos expériences personnelles, notre tolérance au bruit et notre niveau de stress influencent aussi la façon dont nous percevons et vivons ces pleurs. Parce que oui, nous ne réagissons pas tous de la même manière aux pleurs. D'ailleurs, certains traits comme l'hypersensibilité ou le TDAH rendent le bruit plus difficile à supporter. Mais l'environnement joue aussi un rôle clé. Un parent reposé aura naturellement plus de ressources pour y faire face qu'un parent en surcharge qui se sent submergé. Il est donc essentiel de se rappeler que nous faisons tous du mieux que nous pouvons et qu'il est normal de ne pas toujours avoir la réaction parfaite. Parce qu'on le sait, la perfection n'existe pas et l'erreur est humaine. Et ça tombe bien, si tu m'écoutes, tu es un humain. Donc c'est valable pour toi aussi. Mais alors, comment mieux gérer cette sensibilité? Avant tout, il va être important de se rappeler que ton bébé ne pleure pas contre toi, mais pour toi. Les pleurs sont son principal moyen de communication au départ, et apprendre à les gérer avec plus de sérénité passe par quelques stratégies simples que je te partage tout de suite. Premièrement, tu peux tester des techniques de respiration pour apaiser immédiatement l'irritation que tu ressens en toi. Ensuite, tu peux utiliser une phrase rassurante comme un mantra que tu te répéterais pour calmer ton mental quand tu sens que ça devient trop dur pour toi. Par exemple, cela pourrait être « Il communique du mieux qu'il peut. Mon bébé ne sait pas parler, il essaie juste de me faire passer un message. » Quelque chose comme ça qui te serait propre et qui te permettrait de t'apaiser rapidement. Ensuite, ce serait important de réussir à prendre soin de toi et de ton propre équilibre en veillant à un bon sommeil, à une bonne alimentation et à un bien-être émotionnel. Mais je sais, c'est compliqué quand on vient d'avoir un bébé de retrouver un équilibre comme ça. Ça peut prendre plusieurs semaines et ce qui va être important du coup, ça va être d'essayer de s'organiser en famille pour partager la charge et notamment la charge mentale que l'on connaît que trop bien pour éviter l'épuisement. Parmi les outils plus concrets, je te propose d'utiliser un casque anti-bruit qui peut être une aide précieuse dans les moments les plus difficiles. Bien sûr, il ne s'agit pas d'ignorer bébé, mais simplement de réduire l'intensité sonore des pleurs tout en restant pleinement attentif à ses besoins et à sa sécurité. Cela permet d'apporter une réponse plus sereine et adaptée sans être submergé par le stress du bruit. D'autres stratégies comme le bruit blanc ou la musique douce peuvent également atténuer la perception des pleurs et favoriser un climat un petit peu plus apaisant. Enfin, apprendre à reconnaître les différents types de pleurs aide à mieux y répondre et renforce la confiance en soi en tant que parent. Et ne t'en fais pas, je sais que c'est pas évident, surtout les premières semaines, mais je vais tout expliquer dans les prochaines parties de cet épisode. Pour résumer cette première partie, être sensible aux pleurs de bébé est totalement normal. L'objectif, ça va pas être de devenir insensible, mais de les appréhender avec plus de calme et de compréhension. En adoptant des stratégies adaptées, ces moments peuvent devenir des occasions de connexion plutôt que de stress, et on va voir justement tout cela ensemble. À présent, je te propose d'aborder la question du pourquoi bébé pleure. Dès sa naissance, le bébé utilise les pleurs comme son principal moyen de communication, comme je te le disais précédemment. Il ne peut pas encore parler, alors il exprime ses besoins fondamentaux à travers des sons qui attirent immédiatement l'attention de son entourage. Faim, fatigue, inconfort, douleur ou besoin de contact,
chaque pleur traduit un besoin physiologique ou émotionnel. Contrairement aux idées reçues, un bébé ne pleure jamais par caprice ou pour manipuler. Cette idée est purement un mythe. Cela a été prouvé à travers les différentes récentes études scientifiques. Un nouveau-né n'a ni la maturité cognitive, ni la possibilité d'avoir l'intention de tester ses parents. Ces pleurs sont une réaction instinctive et biologique profondément ancrée dans notre évolution destinée à garantir sa survie. Ensuite, il va être important de savoir, surtout si tu n'es pas encore parent et que tu attends un heureux événement, c'est que en moyenne, un nourrisson pleure entre 1h30 et 3h par jour durant les premiers mois. Et ça, je pense que c'est une information à connaître avant l'arrivée d'un bébé pour pouvoir s'y préparer et ne pas être surpris quand on voit son enfant pleurer et être inconsolable et qu'on se sent dépassé, stressé et incompétent de ne pas réussir à le calmer. Certains bébés pleurent davantage que d'autres et cela ne signifie pas qu'il y a un problème ou que les parents font quelque chose de mal, loin de là. Chaque bébé a son propre tempérament et une maturité neurologique différente, ce qui va venir influencer la fréquence et l'intensité des pleurs. Certains bébés ont un seuil de tolérance plus bas à l'inconfort et vont exprimer davantage leurs besoins, tandis que d'autres sont beaucoup plus calmes, mais par nature en fait. Ça va vraiment dépendre de la personnalité de chacun. Mais du coup, comme je le dis depuis tout à l'heure, bébé peut pleurer pour diverses raisons. Faim, inconfort, douleur, maladie, etc. Comment on fait pour réussir à les différencier, ces fameux pleurs? As-tu déjà entendu parler du langage Dunstan? C'est une approche développée par Priscilla Dunstan qui suggère que tous les bébés du monde, avant 3 mois, produisent des sons spécifiques correspondant à des besoins précis. J'ai faim, je suis fatiguée, j'ai besoin de rôter, j'ai mal au ventre, je suis inconfortable. Pour en savoir plus sur cette méthode et réussir à différencier ces différents sons, je t'invite à te rendre sur mon Instagram sur lequel j'ai partagé un reel qui te permettra d'entendre les différents pleurs et de comprendre à quoi ils correspondent. Cela dit, cette théorie, bien que très intéressante, ne fait pas l'unanimité dans le milieu scientifique, car chaque bébé a des variations qui lui sont propres. Cependant, beaucoup de parents trouvent cette méthode utile pour affiner leur écoute et mieux comprendre les pleurs de leur enfant. C'est pourquoi je trouvais cela intéressant de l'intégrer dans cet épisode malgré tout. Ce qui est certain, c'est qu'avec le temps, chaque parent développe une intuition unique pour comprendre son bébé. Même sans connaître le langage Dunstan, tu remarqueras rapidement que ton bébé n'a pas le même type de pleurs lorsqu'il a faim, quand il est fatigué ou quand il a besoin de réconfort. Cette connexion parent-enfant s'affine naturellement au fil des semaines, renforcée par l'attachement et l'expérience. Les recherches montrent d'ailleurs que les parents adaptent instinctivement leurs réponses aux pleurs spécifiques de leur bébé. Plus on passe de temps avec son enfant, plus on développe une compréhension fine de ses signaux. Ce processus est un bel exemple de l'incroyable capacité d'adaptation de l'humain et du lien puissant qui se tisse entre un bébé et ses parents, et je trouve ça tellement passionnant. Tu l'auras compris, les pleurs sont donc un langage naturel et vital pour exprimer les besoins fondamentaux du bébé. Il ne pleure jamais par caprice mais pour communiquer quelque chose d'essentiel. Chaque bébé pleure différemment en fonction de son tempérament et de sa maturité neurologique. Et enfin, certaines méthodes, comme le langage Dunstan, peuvent aider à décrypter les pleurs, mais avec le temps, chaque parent devient expert des pleurs de son bébé, et ça t'arrivera aussi. À présent que l'on a mis les bases, je te propose de découvrir les différents types de pleurs et comment y répondre. On commence avec les pleurs liés aux besoins physiologiques. Comme tu le sais et comme on l'a dit tout à l'heure, dès la naissance, un bébé pleure pour exprimer ses besoins fondamentaux. Faim, soif, inconfort, fatigue, chaud, froid. Ces signaux sont essentiels à sa survie et nécessitent une réponse adaptée. Pour cela, il va être nécessaire d'apprendre à anticiper les pleurs. Cela se fait en observant les signaux précoces qui permettent souvent de répondre aux besoins de bébé avant qu'il ne se mette à pleurer ou à pleurer intensément. Par exemple, lorsque ton bébé a faim, il va te montrer des signaux comme le fait qu'il va se mettre à suçoter ses doigts, à faire des mouvements de bouche un peu comme s'il voulait téter. Il va s'agiter, bouger la tête de gauche à droite comme s'il recherchait le biberon ou le sein. Pour la fatigue, il va se frotter les yeux, bâiller, perdre de l'intérêt pour l'environnement, avoir le regard un petit peu dans le vide, avoir les arcades sourcilières un peu rouges, etc. En cas d'inconfort, tu pourras avoir une agitation soudaine, des grimaces, des petits pleurs accompagnés de gesticulations. Voilà, il y a vraiment pas mal de signaux que ton bébé t'envoie avant de se mettre à pleurer. Lorsqu'il se met à pleurer, c'est que tu n'as pas réussi à voir à temps les signaux et qu'il pense que c'est la seule façon de te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En apprenant à reconnaître ces signaux, on peut réagir plus rapidement et éviter des pleurs prolongées. Pour en savoir plus sur tous ces signaux, je t'invite à te rendre sur mon blog et mes réseaux sociaux où tu trouveras tout un panel de contenus dédiés. Maintenant, on attaque les pleurs de décharge qui est une nécessité physiologique. Parfois, ton bébé
bébé pleure sans raison apparente, surtout en fin de journée. Ce phénomène est connu sous le nom de pleurs de décharge ou encore pleurs du soir. Alors pourquoi est-ce que bébé pleure ainsi? Tout simplement parce que lors de sa journée, tout au long de sa journée même, il a accumulé beaucoup de stress et il a besoin de l'évacuer. D'autre part, son immaturité neurologique l'empêche de gérer seul ses émotions. Quand ton bébé pleure et que tous ses besoins sont assouvis, qu'il n'a pas de pathologie, de RGO, de colique ou quoi que ce soit, eh bien, c'est sûrement que ton bébé réclame de la proximité ou en tout cas de la réassurance et du réconfort. Et il va avoir besoin de toi pour réussir à s'apaiser. Aussi, le bébé va pleurer en mode décharge lorsqu'il exprime des tensions internes, comme la surstimulation, la frustration, les transitions difficiles, etc. Ces pleurs sont naturels et bénéfiques et il n'est pas nécessaire de les stopper immédiatement et à tout prix parce que ton bébé il va avoir besoin d'évacuer tout ce qu'on vient de citer et s'il ne l'évacue pas, ça pourra impacter la qualité de son sommeil, de ses journées, de sa façon de se comporter, etc. Le plus important, ça va être vraiment de l'accompagner avec, comme je le disais, de la proximité et de la réassurance. Pour cela, tu peux opter pour le portage à bras ou en écharpe ou en sling, etc. Pour le pot à pot, pour lui parler doucement et le bercer. Petite note importante, on berce en évitant de sautiller de haut en bas, mais plutôt avec un mouvement de balancier tout doux de gauche à droite qui va lui rappeler sa vie in utero et l'aider à s'apaiser plus facilement. Tu peux aussi lui offrir un environnement calme et sécurisant en abaissant la luminosité, en éteignant les plafonniers et en l'amenant dans une pièce où il n'y a pas trop de bruit. Certains bébés ont un réel besoin de pleurer pour relâcher la pression, quand d'autres vont un petit peu moins l'avoir. Dans tous les cas, tant que ton bébé est accompagné avec bienveillance, ces pleurs ne sont pas un signe de mal-être, mais un processus normal et il ne faut vraiment pas culpabiliser. Ce n'est pas de ta faute si ton bébé pleure ainsi. Les autres pleurs sur lesquelles on va se pencher maintenant sont les pleurs qui signalent un inconfort ou une douleur. Tous les pleurs ne sont pas liés à des besoins basiques ou à une décharge émotionnelle. Certains traduisent un inconfort physique ou une douleur qu'il est important d'identifier pour pouvoir la traiter. Les causes fréquentes de pleurs liées aux maux physiques, ça va être les coliques, le reflux gastro-œsophagien ou autrement appelé RGO ou les poussées dentaires par exemple. Mais il y a aussi d'autres possibilités, une otite, de la fièvre, etc. Pour reconnaître les coliques, tu vas pouvoir observer ton bébé. Il pleure de manière prolongée, souvent en fin de journée, son ventre est tout dur et tout tendu, il replie ses jambes vers son abdomen, à les poings serrés et à la petite bouille qui devient toute rouge. Mais tout ça se calme si il arrive à évacuer ses gaz. Pour le reflux gastro-œsophagien, tu vas constater que ton bébé pleure, surtout après les repas, qu'il se cambre en arrière, qu'il a des régurgitations fréquentes ou en tout cas du lait qui semble avoir un peu été digéré sur le bord des lèvres et un inconfort notable lorsque bébé est en position allongée. Pour la poussée dentaire, tu vas constater une salivation excessive, des joues rouges, peut-être des gencives qui semblent un petit peu enflées, un besoin de mâchouiller, de porter les choses à la bouche et des pleurs inconsolables, parfois accompagnés de fièvre. Dans ces trois cas-là, comment soulager bébé? Pour les coliques, les massages abdominaux peuvent vraiment aider, la position physiologique, le portage aussi, et dans d'autres cas, les probiotiques peuvent être nécessaires. N'hésite pas à en parler avec ton pédiatre. Pour les reflux, surélever légèrement le matelas en accord avec ton pédiatre pourrait être une bonne idée de manière à éviter que les liquides de l'estomac remontent dans la bouche. Tu peux aussi fragmenter ces repas en proposant donc des repas plus petits mais plus fréquents de manière à ne pas surcharger son petit estomac. Cela s'appelle la méthode pace feeding et permet de donner des quantités de lait adaptées à la taille de l'estomac de ton bébé pour éviter qu'il déborde et faciliter la digestion. Et tout cela, tu peux aussi le voir avec ton pédiatre avant de le mettre en place. Pour la poussée dentaire, tu peux utiliser les anneaux de dentition que tu mettras au réfrigérateur. Attention à les placer dans un tupperware propre avant de les y mettre pour éviter que les microbes qui prolifèrent dedans viennent se mettre sur l'anneau de dentition que tu vas ensuite donner à ton bébé. Tu peux aussi utiliser des gels gingivaux qui vont permettre d'anesthésier un petit peu la douleur ou pratiquer des petits massages doux de la gencive ou du visage, ce qui va permettre de sécréter notamment de l'ocytocine qui est l'hormone du bien-être et du lien qui va contrer un petit peu cette douleur. Si les pleurs persistent malgré tout, il est toujours préférable de consulter un professionnel de santé pour écarter toute cause sous-jacente. Dans tous les cas, l'observation, c'est vraiment la clé. Pour approfondir ces sujets que sont les coliques, la poussée dentaire, le RGO, la fièvre, etc., je t'invite à aller lire mes articles de blog et à te rendre sur mes réseaux sociaux pour en savoir plus. Le dernier type de pleurs duquel nous allons parler, ce sont les pleurs et le besoin de proximité.
Bébé est un être de lien d'attachement. Il a passé 9 mois dans un cocon tout doux, tout chaud, sécurisant et il va avoir un besoin de contact pour se sentir en sécurité à sa naissance et les premiers mois qui vont suivre celle-ci. D'ailleurs, on appelle les 3 premiers mois de bébé le 4e trimestre, comme si c'était toujours la grossesse, puisqu'on le sait, les bébés naissent totalement immatures. On est d'ailleurs les seuls mammifères à naître avec aussi peu de capacité et à être dépendants totalement de nos parents. Et il va vraiment avoir besoin de ce contact, de cette proximité pour se développer et se sentir apaisé, sécure, serein. Cela peut expliquer que ton bébé pleure dès que tu le poses. Parce qu'en effet, son système nerveux n'est pas encore mature et il a besoin de la proximité d'un adulte pour se réguler et donc pratiquer la co-régulation. Et d'autre part, l'attachement est un mécanisme de survie. Être seul, c'est un peu contre nature pour un bébé. Il a vraiment besoin de son parent. Certains bébés sont plus sensibles que d'autres et ressentent un besoin accru de contact. Donc si ton bébé est un bébé qui aime être dans tes bras, ça fait partie de ses besoins et de son développement tout simplement. Rappelle-toi, ce n'est pas un caprice, mais un besoin fondamental. Mais alors comment on fait pour répondre à ce besoin sans s'épuiser? Ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Eh bien, il est normal de vouloir répondre aux pleurs de son bébé, mais c'est vrai que ça peut être éprouvant sur le long terme. Donc, je vais te donner quelques astuces pour concilier proximité et équilibre parental. Premièrement, il y a l'option du portage physiologique qui permet à bébé d'être contre toi tout en te permettant d'avoir les mains libres. Tu peux donc vaquer à tes occupations tout en permettant à ton bébé d'avoir cette proximité, ce contact, ton odeur, les battements de ton cœur, etc. qui lui rappellent sa vie in utero et donc le rassure, l'apaise, etc. Ensuite, tu vas pouvoir créer un environnement rassurant avec une lumière un peu tamisée, des odeurs familières, des bruits blancs pour recréer un cocon vraiment apaisant. Pour finir, je vais te conseiller d'adapter une transition douce. Avant de poser ton bébé, tu peux le bercer légèrement et l'allonger progressivement en posant d'abord son fessier, en le posant sur le côté avant de le faire rouler délicatement sur le dos. En podcast, c'est pas le plus évident à expliquer, alors encore une fois, je t'invite à aller voir mon tuto vidéo disponible sur mon Instagram pour te montrer comment faire pour poser ton bébé sans qu'il pleure. S'il pleure quand même, eh bien c'est simplement qu'il a vraiment besoin de contact à ce moment-là. Ce n'est pas que tu as mal fait les choses. Encore une fois, tu n'es pas responsable des pleurs de ton bébé. Mais attention, accompagner ton bébé ne signifie pas tout faire seul ni s'épuiser. Il est essentiel de s'entourer et de prendre soin de soi aussi. Comme je le répète depuis des années, d'après le proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant et ce n'est pas un mythe. Alors délègue, demande de l'aide. Ça ne fait pas de toi un mauvais parent, tu es humain. Et prendre soin de toi, faire des pauses, déléguer, ça va être extrêmement bénéfique pour ta vie de famille, mais surtout pour toi. Parce qu'en fait, si tes batteries sont à plat, tu pourras pas être à ton plein potentiel dans ton rôle de parent. Tu as aussi besoin, en tant qu'être humain à part entière, avant d'être un parent, tu étais une femme ou un homme en fonction de qui m'écoute, et tu dois pas laisser de côté cette personne parce que elle a autant besoin de toi que ton bébé. Et un parent qui prend soin de lui, au moins un petit peu, en prenant 5 ou 10 minutes par jour pour boire un café, prendre une douche, se brosser les dents ou que sais-je, ce qui te fera plaisir parce qu'on sait que ça peut être un peu comme une victoire quand tu réussis à prendre ta douche dans les premières semaines avec un bébé qui a des besoins très importants et qui demande un peu tout ton temps, ton énergie et ta vigilance. Bien, ça va te permettre de te ressourcer, de te recentrer et de revenir un peu rechargé pour tenir un peu ce quotidien effréné. Pour conclure cette troisième partie, 5 points à retenir. Les pleurs sont un langage riche et varié qui exprime des besoins physiologiques, émotionnels ou liés à un inconfort. Anticiper les besoins, faim, fatigue, inconfort, permet souvent de limiter les pleurs intenses. Les pleurs de décharge sont naturels et bénéfiques, il ne faut pas toujours chercher à les arrêter immédiatement, c'est bénéfique pour bébé de relâcher les tensions. Certains pleurs signalent une douleur et nécessitent des ajustements ou une consultation médicale, et le besoin de proximité est normal, légitime, biologique et peut être comblé sans épuisement grâce au portage et à d'autres astuces apaisantes. On termine cet épisode avec l'impact des pleurs sur les parents, le bébé et comment mieux les gérer. L'épuisement parental face aux pleurs est un véritable défi émotionnel, qu'on se le dise. Les pleurs incessants d'un bébé, ça peut être vraiment éprouvant, ça peut générer du stress, de la fatigue et parfois un sentiment d'impuissance et même d'incompétence. Mais je le rappelle encore une fois, ce n'est pas du tout le reflet de tes compétences parentales. Tu n'es pas responsable des pleurs de ton bébé, c'est seulement sa façon de t'exprimer ses besoins, son inconfort ou une douleur. Et comme je te le disais tout à l'heure, au
tout début de ce podcast, ça peut être parfois très difficile puisque les sons des pleurs activent une réaction instinctive chez toi qui va te pousser à intervenir rapidement. Sauf qu'avec l'accumulation de la fatigue, surtout en période de privation de sommeil comme c'est le cas quand on vient d'avoir un enfant, tout ça va venir amplifier l'irritabilité que tu ressens. Et le manque de soutien peut engendrer aussi un sentiment d'isolement et de frustration. C'est pourquoi c'est très important de se répartir entre guillemets la charge, de réussir à déléguer, d'accepter de recevoir de l'aide et surtout de ne pas hésiter à s'entourer de professionnels pour se faire accompagner et aider. Dans tous les cas, se sentir dépassé, c'est tout à fait normal. Ça ne remet pas du tout en question tes compétences en tant que parent. Mais alors, comment on fait pour mieux gérer? Eh bien, premièrement, on se donne le droit d'être fatigué. Il faut accepter que l'on ne peut pas être un parent parfait à chaque instant et que c'est normal de ressentir une grosse fatigue, surtout si tu m'écoutes et que tu es maman, avec ce chamboulement que représente l'accouchement, cette chute d'hormones, etc. Et puis cette privation de sommeil qui s'ensuit face au rythme qu'impose un nourrisson, c'est normal que tu sois fatigué, voire épuisé. Surtout, pour mieux gérer, ce que tu peux faire, comme je te le disais, c'est demander du soutien, élargir ton village en partageant ta charge mentale avec le coparent, la famille, des proches, puis faire des pauses quand c'est nécessaire, ne pas hésiter à poser ton bébé en sécurité dans son lit pour prendre quelques minutes pour souffler, redescendre la pression quand elle devient trop forte, te recentrer pour pouvoir ensuite revenir, répondre aux besoins de ton bébé et donc à ses pleurs de manière plus sereine et apaisée. Tu peux aussi pratiquer la régulation émotionnelle, notamment en faisant des respirations profondes, de la relaxation, de la visualisation positive ou encore de la méditation. D'ailleurs, c'est prouvé que 5 minutes de méditation par jour permet de réduire drastiquement l'anxiété et de réagir plus sereinement face aux événements un petit peu difficiles du quotidien. En cas d'épuisement intense, il est essentiel d'en parler et de chercher du soutien professionnel si besoin. Voir un psychologue par exemple, en parler avec un pédiatre, ton médecin de famille ou ta sage-femme, peu importe. Mais ne reste pas seul face à tout ce que tu ressens, tout ce que tu as dans ta tête, dans ton cœur. C'est vraiment important de s'entourer pour se décharger un petit peu de toute cette pression. Le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est le fait de laisser bébé pleurer seul et les conséquences que cela peut avoir sur son développement. Autrefois et encore aujourd'hui, il est suggéré de laisser pleurer bébé pour qu'il apprenne à s'apaiser seul, à dormir seul, à faire ses poumons, etc. On dit que c'est bon pour lui. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? C'est ce qu'on voit tout de suite. Les recherches en neurosciences montrent que des pleurs prolongées sans réponse peuvent impacter son développement émotionnel. Et je ne parle pas de laisser pleurer bébé quelques minutes de manière ponctuelle quand on a besoin de souffler ou qu'on n'est pas disponible immédiatement, mais bien du fait de laisser les bébés pleurer longtemps, tout seuls, de manière régulière. En fait, répondre aux pleurs, c'est vraiment important. Parce que bébé n'a pas la capacité de se calmer tout seul. Son système nerveux, comme on l'a vu tout au long de ce podcast, est encore immature. C'est son cortex préfrontal, qui se situe derrière le front, qui deviendra mature environ vers ses 5 ans, qui est responsable de la régulation émotionnelle. Et quand bébé naît, il est totalement inexistant, ou en tout cas totalement immature. Donc il a besoin de son parent pour pouvoir se réguler. D'autre part, un stress non apaisé augmente le taux de cortisol dans le corps de bébé, ce qui peut affecter l'attachement, donc le lien parent-enfant, et la gestion des émotions à long terme. La réponse bienveillante aux pleurs favorise un sentiment de sécurité qui est essentiel pour le développement affectif de ton enfant. Et on le sait, un enfant qui a un attachement sécurisé, c'est un enfant qui sera plus enclin à se développer normalement, à développer et à tisser des liens assez positifs avec les autres, qui aura plus de facilité à partir explorer le monde, etc., etc. Donc non, la science le dit, on ne laisse pas un bébé pleurer seul pendant longtemps et ce de manière régulière dans l'espoir qu'il apprenne à s'apaiser seul, à s'endormir seul, ou que sais-je. Parce que non, accompagner les pleurs, ça ne signifie pas céder à des caprices, qui, je le rappelle, n'existent pas chez les nourrissons, mais plutôt répondre à un besoin fondamental. Il est donc important de réussir à trouver l'équilibre entre réassurance et autonomie, en adaptant les réponses aux besoins de ton enfant en fonction de son âge et de son niveau de développement, en introduisant progressivement des rituels rassurants pour aider bébé à mieux gérer ses émotions, comme avec une veilleuse, un doudou, en fonction de son âge, des câlins avant le coucher, une histoire,
ou des phrases rassurantes avant les séparations, etc., etc. Dans tous les cas, faire preuve de souplesse est extrêmement important puisque répondre aux pleurs ne veut pas dire être en hyper-réactivité permanente. Ce n'est pas la peine de débarquer au moindre début de sanglots. Ton bébé a besoin aussi de pleurer, c'est une façon de s'exprimer et ça ne signifie pas toujours une urgence. Donc en plus, si tu as d'autres enfants ou que tu es occupé, etc., c'est pas la peine de te précipiter. Par contre, si tu es disponible directement, effectivement, tu peux intervenir, mais ne te mets pas une pression trop grande à ce niveau-là. Parce qu'on l'a vu, pleurer, c'est important et bénéfique aussi pour ton bébé, notamment lors des pleurs de décharge. Alors voilà, les pleurs, ils peuvent être vraiment épuisants pour les parents. Il est essentiel de s'accorder du répit sans culpabiliser. Se faire soutenir par son partenaire, sa famille, des professionnels, c'est vraiment précieux pour prévenir l'épuisement. Laisser pleurer bébé seul de manière répétée, ça peut impacter son développement émotionnel en raison d'un stress non régulé. Mais le laisser pleurer un petit peu de temps en temps, ce n'est absolument pas un problème qui viendra impacter le restant de ses jours. Ne t'en fais pas. Un équilibre est possible entre réponse bienveillante et accompagnement progressif vers plus d'autonomie. Nous voilà arrivés à la fin de ce premier épisode de podcast sur les pleurs de bébé qui peuvent être déroutants, éprouvants, mais qui sont avant tout un moyen de communication essentiel. Il est normal de se sentir submergé parfois et il n'existe pas de parents parfaits. Seulement des parents qui font de leur mieux avec amour et bienveillance. L'essentiel à retenir ici, ça va être que l'objectif n'est pas de faire taire à tout prix les pleurs, mais de les comprendre et d'y répondre avec sérénité. Parce que chaque bébé est unique et il n'existe pas de solution universelle. Alors fais-toi confiance et écoute ton intuition. Tu es le parent dont ton bébé a besoin et tu fais déjà un travail formidable au quotidien. Aussi, rappelle-toi que s'entourer, demander de l'aide, c'est pas un échec, mais une véritable force. Alors n'hésite pas à chercher du soutien. Je te remercie chaleureusement d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a aidé, n'hésite pas à le partager à un parent qui pourrait en avoir besoin. Et je te dis à très bientôt pour un tout nouveau sujet. À très vite!